Salut Simaps! Aujourd'hui, je suis en compagnie de Karine la bouquineuse. Bonjour tout le monde! Est-ce que je suis dans le bon côté pour ton écran ou je suis envers? T'es de mon côté, ouais. Parfait! Donc aujourd'hui, en fait, on a fait une lecture commune. Nous avons lu le même livre, mais pas dans la même langue. Donc toi, tu as lu la version originale en anglais. History is All You Left Me d'Adam Silvera. Puis moi, j'ai lu la traduction qui est faite par Collection R. Je me posais cette question-là. Est-ce qu'il y a des traducteurs qui sont plus connus que d'autres? Pas dans les young adultes, je te Non? dirais. Tu sais, comme genre, tu sais, ceux qui traduisent les auteurs pour adultes très connus, puis qui, mettons que c'est toujours telle personne qui traduit tel auteur, ça se pourrait. Mais honnêtement, les traducteurs, c'est plus un travail de l'ombre qu'autre chose. Puis, des fois, il y a des affaires plus intéressantes comme la retraduction de Autant n'emporte le vent. Justement, on sait c'est qui la traductrice parce que c'est un travail de longue haleine, puis c'est un travail de réflexion, tout ça, puis qu'elle m'a parlé. Mais en tant que tel, c'est beaucoup un travail de l'ombre, je te dirais. Là. Mm-hmm. Je trouvais ça dommage. Je me disais, OK, c'est pas l'histoire de la personne, mais quand même, ça peut faire une grande différence. Oui. Puis honnêtement, je te dirais que les traductions de romans jeunesse et tout ça, ça peut être... Au Québec, je pense que c'est un petit peu moins pire parce que, en tout cas, dans le roman adulte, on a vraiment le sens de, il faut que ça respecte la pensée de l'auteur, il faut que ça respecte le rythme, il faut que ça respecte telle affaire, c'est vraiment important. Puis en France, un des problèmes qu'il y a, entre autres avec la littérature jeunesse, c'est que la littérature jeunesse est très, très codifiée. Et donc, des fois, la traduction va refléter ça. La traduction va changer des phrases, changer des mots, faire des choses comme ça. Je veux dire, même la première traduction que j'avais faite de Harry Potter, puis moi, j'avais lu cette première traduction-là quand j'avais genre 15 ans. Et ensuite, 2 années plus tard, j'ai lu le livre en anglais et j'ai comme fait, ben voyons donc, me semble que ce bout-là, c'était pas dans la version française, mais je me rappelle pas de ce passage-là, je me souviens pas de ça. Puis après ça, je l'ai relu en français, mais ce que je savais pas, c'est que c'était une nouvelle édition, après que J.K. Rowling soit devenue, c'est comme super connu. Fait que là, il avait refait la traduction pour qu'elle soit, comme qu'elle corresponde vraiment à ce qu'il y avait eu dans l'anglais. Mais fait qu'il y a tout le temps ça aussi qui joue quand on lit des romans jeunesse. Je sais pas si à quel point c'est vrai dans le young adulte, mais tu sais, comme tu peux prendre l'exemple de la première série de Sarah J. Maas, qui sont en train de retraduire justement parce que la première traduction n'avait juste pas de bon sens. Ciliana? Ouais, c'est ça, celle-là. Ils sont en train de la retraduire pour justement parce que la première traduction n'avait juste pas d'allure. Ouais, puis ils l'ont même pas fait au complet. Non, c'est ça, fait qu'il y a des affaires, ça joue vraiment beaucoup. Là. Il y a vraiment des codes de la littérature jeunesse en France, de ce qu'on veut que les jeunes apprennent comme étant du bon français, puis comme des bonnes histoires. Il faut qu'il y ait des fois un côté plus moralisateur, puis tout. Fait que des fois, ça joue. Dans le young adulte, je ne sais pas à quel point ça le fait, mais dans la jeunesse, c'est définitivement une problématique. Je pense que tu vas être plus appropriée que moi pour faire le résumé de cette histoire-là, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors, donc, dans ce roman-là, on suit le personnage de Griffin, qui est un adolescent. Je crois qu'on suit de 15 à 17 ans à peu près entre le passé et le présent. Donc, Griffin a eu une histoire d'amour avec son meilleur ami Théo, avec qui il avait une relation qui était de codépendance, disons-le franchement. C'est pas une relation qui était super saine. Et ensuite, Théo a été admis plus rapidement à l'université. Il a été admis 1 an plus rapidement, même s'il avait le même âge. Et donc, Théo est parti de New York, il est parti en Californie, il est allé à l'université. Griffin s'est dit, il vaut mieux qu'on se sépare, en ayant dans sa tête que c'était sûr qu'elle allait revenir ensemble un jour. C'est comme dans sa tête qu'elle allait finir sa vie avec Théo. Là, c'était clair. Fait que même une fois que Théo était rendu avec un autre copain qui est Jackson, ben lui, il s'imaginait encore qu'elle allait revenir ensemble. Il s'imaginait encore qu'ils allaient finir ensemble, qu'ils allaient avoir leur happy ever after, puis tout allait bien aller. Et là, Théo meurt dans un accident, qui est une noyade, en fait, il va se noyer. Et dans le fond, l'histoire, on suit le personnage de Griffin dans le présent, où Théo vient de se noyer, et en même temps, on alterne entre le présent et le passé, où Griffin nous raconte, dans le fond, son histoire d'amour avec Théo, tout ce qui s'est passé, comment ils se sont retrouvés ensemble, pourquoi il a décidé éventuellement de dire « c'est mieux qu'on se sépare » et tout ça. Et c'est une alternance entre le présent et le passé. Et la relation dans le présent que Griffin va nouer, entre autres, avec Jackson, qui est l'ex de Théo, qui était le copain de Théo quand Théo est mort.
Parce qu'il a l'impression que Jackson, c'est la seule personne qui réussit à comprendre ce que lui ressent. Est-ce que tu savais dans quoi tu t'embarquais avant de le lire? Parce que toi, t'es du genre à lire les résumés, puis... Oui. J'en avais entendu parler. J'en ai entendu parler un peu de celui-là. Je savais pas de la façon que ça allait être raconté dans le tendance avec le passé puis le présent, mais je savais quand même que c'était une histoire de deuil puis une histoire de quand on a un personnage qui réapprend à vivre. Fait que je savais quand même un peu dans quoi je m'embarquais, mais de celui-là, pas tant que ça, honnêtement. Des fois, je me renseigne puis je lis des reviews puis tout, puis celui-là, j'ai juste fait go with the flow. J'ai jamais lu Adam Silvera, je veux essayer puis voir ce que je vais en penser. Ah, OK, c'était ton premier Adam Silvera en plus. Oui, c'était mon premier. J'ai pas encore lu. Non, excuse-moi. Si tu comptes celui qui a coécrit avec Becky Albertalli, What If It's Us, c'était mon deuxième. Mais tu sais, comme lui tout seul, c'était mon premier. OK. C'est intéressant parce que moi, je suis vraiment très bonne à me lancer dans un livre sans savoir du tout dans quoi je m'en vais. Puis parfois, c'est gagnant parce que je suis surprise, mais parfois, c'est moins gagnant parce que je me pose beaucoup la question où est-ce que ça s'en va. Puis, je trouve que au départ, je suis embarquée dans l'histoire. On découvre son présent, qu'il est en deuil. Puis là, on tendait vers son histoire d'amour. Donc, je me disais, OK, on va comme apprendre comment sa relation avec Théo s'est développée. Puis là, au fur et à mesure, j'étais comme, OK, mais il y a aussi le deuil qui rentre. On dirait que, comme éventuellement, je me suis demandé où est-ce que ça s'en allait. Ouais. Puis, je me demandais si elle allait avoir un genre de mystère un peu autour de la façon que Théo y meurt, parce que on le sait qu'il est mort, mais on ne sait pas tout à fait comment, pourquoi. Il y a le mot accident assez rapidement, mais il y a quand même une limite floue de peut-être que ça n'en est pas un non plus. Donc, donc, je me suis vraiment demandé tout au long du livre quel était l'objectif de ce livre-là. Puis je pense que ça me nuit. Je pense que si je l'avais su avant, qu'on allait tout simplement aborder le deuil, puis c'était pas nécessairement découvrir leur histoire d'amour, parce que moi, j'avais un peu l'impression que ça allait être ça, qu'il était décédé, qu'on se demandait comment, mais que le but de l'histoire, c'était voici la fin, on retourne au début, puis on va retourner vers la fin, tu sais. Oui, mais en même temps, ce que tu décris, c'est plus proche, même si ça n'aurait pas été plus qualifié comme une romance parce qu'il y a un personnage qui meurt, tu sais. Mais ce que tu décris, je pense que c'est plus proche du schéma d'une romance. Mais c'est parce que c'est Adam Silvera. Je veux dire, il n'écrit pas de la romance. Puis c'est pas parce que je m'attendais nécessairement à ce que ça soit une romance. Vu que l'alternance, c'était comme, tu ne m'as laissé que notre histoire, je m'attendais à, là, il n'est plus là, mais je vais découvrir leur histoire, dans le fond. Oui, je comprends. Ça a peut-être joué un peu contre moi ou contre le livre, d'un côté. Toi, comment tu as trouvé le schéma narratif du livre? J'ai trouvé ça excellent. Parce que j'ai l'impression que les morceaux qui nous donnent du passé, c'est les morceaux dont on a besoin pour comprendre le présent. Pour comprendre où est-ce qu'il en est rendu, pour comprendre où est-ce que le personnage de Jackson en est rendu, pourquoi il y a des choses qui ont été gardées secrètes. Puis, je pense que je l'avais mentionné hier soir quand on a discuté avec les autres sur Zoom. Mais je pense qu'un élément important de cette histoire-là, c'est le fait que Griffin, c'est un garçon qui a un TOC et qui a de l'anxiété qui n'est pas traité. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans, les retours en arrière, tout ça, qui sont, dans le fond, ses obsessions un peu. Puis ça joue vraiment dans la façon dont c'est raconté, dans les événements qu'il va choisir de nous raconter, dans certaines des réactions qu'il a, dans certains des mécanismes de défense qu'il va avoir qui ne sont pas sains du tout. Puis je pense que c'est vraiment, pour moi, ce roman-là, c'est vraiment le parcours de Griffin. J'ai eu une relation de codépendance qui était vraiment pas saine. Puis je suis pas prête à admettre que ma relation de codépendance était vraiment pas saine. Puis je suis pas prête à être comme traitée pour les problématiques que j'ai. Je suis pas prête à avoir un psy. Je suis pas prête à rien faire de tout ça. Puis en revenant sur son histoire avec Théo, après la mort de Théo, à la fin, il est dans un espace où il est prêt à aller en thérapie, où il est prêt à faire un pas par en avant, où on voit qu'il va peut-être éventuellement avoir une relation avec quelqu'un d'autre parce que
justement, il est dans une place plus saine dans son état d'esprit, puis parce que la personne en question agit pas avec lui comme Théo agissait. T'sais. C'est difficile pour moi de trouver les raisons pourquoi j'ai moins accroché. Puis j'ai eu l'impression que ça avait un lien avec l'écriture, qui n'est pas celle d'Adam Silveira, qui est la personne qui fait la traduction pour cette version française-là. Ouais. Puis la raison pourquoi je mentionne ça, c'est que de façon générale, j'aime beaucoup suivre des protagonistes qui ont une réalité différente à la mienne. Ouais. Ça me permet de comprendre une réalité différente. Puis le fait que Griffin, il y a des tocs, puis qu'il est très anxieux, au début j'embarquais dans son histoire, mais au fur et à mesure, j'ai comme commencé à le perdre. J'avais pas assez accès, on dirait, à ses pensées ou pas de manière efficace. Puis j'ai tout simplement commencé à pas aimer la personne que je suivais. Au-delà de ses tocs, au-delà de ses réactions, c'est que vu que j'arrivais pas à comprendre pourquoi il faisait ces choses-là, ben ça a juste fait en sorte que je trouvais que c'était quelqu'un d'égocentrique, que je trouvais quelqu'un qui était pas super agréable à suivre. C'est pas ça le but, tu sais. Non, c'est pas ça que je voulais non plus, là. C'est pas un personnage qui se doit d'être antipathique. Puis, tu sais, il y a quand même beaucoup de dérives dans ses relations. Ben là, il y a Théo avec qui il y avait une relation, comme tu dis, là, très codépendante, mais même, j'avais un terme dans ma tête qui vient de s'échapper, mais tu sais, dans le sens que lorsque tu es obnubilé par quelqu'un, tu sais, cette personne-là peut faire des 100 000 mauvais coups, tu sais, cette personne-là peut te décevoir. Théo, c'était une obsession, dans le fond. Oui. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est quelque chose que moi, je comprends pas, mais que j'aurais aimé comprendre. Ça m'aurait permis de suivre sa douleur. Je pense que c'est que ce roman-là n'est pas pensé pour que les personnes comprennent le personnage. Il n'est pas pensé pour une personne neurotypique qui veut comprendre qu'est-ce que ce personnage le vit. Il est pensé pour les jeunes gays qui vivent ces problématiques-là puis qui ont besoin d'un miroir. Fait que c'est peut-être une partie de ce qui a accroché. Parce que c'est clair que le public cible, c'est pas les personnes qui peuvent pas s'identifier au personnage. T'sais. Moi, j'ai voulu faire une comparaison avec The Extraordinaries de T.J. Klune, que j'ai lu cet été, qui est un roman de fantasy young adulte avec un personnage qui a un TDAH. Et il y a des nombreuses fois au début du roman où moi, je ne réussissais plus à suivre le chaîne de pensée du personnage. Parce que la façon dont lui pense, c'est pas la façon dont moi, je pense. Mais en même temps, j'étais consciente que c'était pas moi le public cible. T'sais. Le public cible, c'était les jeunes gays TDAH qui pouvaient enfin avoir un miroir pour se voir. Fait il y a peut-être ça qui joue aussi. Oui, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. C'est correct que je sois pas le public pour le livre, mais c'est dommage que je puisse pas l'apprécier. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Il y a comme une distinction. Tu sais, j'ai lu Méconnaissable récemment, qui est une jeune fille autiste. Puis il y a une écriture vraiment particulière parce que c'est comme on la suit dans ses pensées, puis elle fait des liens, elle nomme les choses, les personnes. Puis c'est pas comme ça que je pense, c'est pas comme ça que je vois la vie, mais j'arrivais quand même à suivre ses réactions, puis à comprendre un peu pourquoi elle se sauvait, pourquoi elle mais il y a peut-être le fait aussi que vu que c'est un récit à la première personne, des fois, le personnage lui-même ne comprend pas pourquoi il fait les choses. Fait que c'est difficile dans ce cas-là pour lui de nous l'expliquer. Oui, c'est vrai. Quand lui-même fait des choses qui sont pas saines, puis que lui-même ne comprend pas nécessairement pourquoi il le fait, ben, ça se peut qu'il y ait de la difficulté à nous l'expliquer, à nous le faire comprendre, parce qu'on n'est pas un narrateur omniscient, on est dans la tête du personnage. Non, c'est vrai. Puis, tu sais, au début, je trouve qu'au début, il met beaucoup l'accent sur ses tocs, tu sais, pour nous faire comprendre comme il a besoin d'être à la gauche de la personne a besoin d'être à la gauche. En tout cas, il y a une gauche quelque part. Puis, il y a certaines choses. Puis, j'ai trouvé que vers le milieu, on dirait qu'on perdait, peut-être qu'on perdait le fait que lui nous l'énumérait. Puis, vers la fin, ce que j'ai trouvé plus particulier, c'est qu'avec une autre personne, il était comme capable d'affronter son toc? Oui, mais c'est l'attitude de la personne qui est différente. Parce que Théo, là, lui, Griffin, il l'a toujours connu comme ça. Puis pour lui, c'est pas... Puis il a toujours eu cette relation particulière-là de codépendance avec Griffin, mais avant qu'ils sortent ensemble. Fait que pour lui, c'est pas un problème. Puis t'as l'autre personnage qui, lui, parce que dans le fond, quand les deux se sont mis en couple, ben, ils se sont retrouvés un peu mis à part. J'ai l'impression qu'il y a un point de vue peut-être plus extérieur. Fait qu'il y a des choses que Théo aurait pas dit ou aurait pas vu, que lui, il peut
le dire, puis du fait que Griffin a un point de vue plus extérieur de quelqu'un qui fait comme c'est ça qui est en train de se passer, puis qu'à ce moment-là dans sa vie, il était peut-être prêt à entendre ces choses-là, parce qu'au milieu du récit, c'est clair qu'il n'est pas prêt à entendre tout ça. Là. Mm-hmm. Fait que ça aussi, pour moi, ça fait partie du cheminement du personnage, tu sais. On dirait que pour moi, je trouvais ça trop tôt, dans le sens que il s'en va vers une consultation, il s'en va s'ouvrir pour évoluer là-dedans, mais il n'est pas encore rendu là à la fin. Mm-hmm. C'est le futur. Fait que Ouais. on dirait que je m'attendais à ce qu'une confrontation de ces tocs ou sortir de sa zone de confort se ferait avec accompagnement d'un corps médical, d'un corps psychologue, tandis que je suis restée vraiment surprise que ça se passe avec un autre personnage avant qu'il y ait eu ce cheminement-là, même si lui, il y a eu un cheminement psychologique là-dedans. Parce que je veux pas mentionner que j'ai trouvé ça trop tôt, puis tu sais, pas être quelqu'un qui peut comprendre. Ouais, je comprends. Peut-être qu'il y a des gens qui, après un processus de vie comme ça, ben ils sont rendus là. Mm-hmm. Mais on dirait que ce que j'avais lu, puis de tout ce que j'en ai compris, moi, je me serais attendue que ça arrive après. Pour moi, ça fait partie du processus. Dans le sens que, tu sais, ses parents l'envoient une première fois en thérapie, puis il n'est pas coopératif, il veut rien savoir, puis tu sais, c'est comme c'est clair que ça ne donnera rien parce qu'il veut rien savoir. Il y a un cheminement qu'il fallait qu'il fasse. Puis on s'entend que le pas par en avant qu'il a fait à la fin du livre, là, il n'a pas avancé d'1 kilomètre, là, il a avancé peut-être d'1 mètre. Pour le prochain kilomètre, c'est clair qu'il va avoir besoin que quelqu'un le prenne par la main, c'est clair qu'il va avoir besoin de thérapie, mais tu sais, comme avancer d'1 mètre, faire le pas de OK, c'est vraiment problématique, il faut que j'aille chercher de l'aide. Ça, c'est un peu qu'avec le soutien de quelqu'un de ton entourage, tu es capable de faire par toi-même. Pour moi, c'est ça le pas qu'il a fait à la fin. OK. C'est pas mon problème est réglé, là. C'est juste, je reconnais qu'il y a un problème. Je reconnais que peut-être me sortir de ma zone de confort, c'est une bonne chose. J'ai de la difficulté à le faire, mais comme je reconnais que c'est une chose que je devrais peut-être faire. Puis pour moi, on s'en va vers le OK, si je veux réussir à avancer, j'ai pas le choix, il faut que j'aille chercher de l'aide. Mais le premier pas, on peut pas te forcer à le faire, il faut que tu le fasses par toi-même. Oui, je suis d'accord avec ça. On dirait qu'il avait tellement mis l'accent sur certains tocs au départ que je me disais que c'était tellement ancré dans lui, tu sais, c'était ce qui était de plus profond que pour que ça prenne une seule fois à la fin, puis que ça le dérange beaucoup moins qu'au départ. Je me suis demandé pourquoi on avait mis autant l'accent sur ce toc-là, puis tout. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûrement un détail, puis il y en avait sûrement d'autres qui étaient peut-être plus difficiles pour lui ou plus émotifs, ou qui lui posaient plus de défis. Mm-hmm. Peut-être que c'est dans cette perspective-là que c'était peut-être le toc le plus simple à confronter. Mm-hmm, mais moi, j'étais comme vue à l'envers. J'étais comme, je me disais, mon Dieu. J'ai l'impression que ça se développe vite. L'impression que j'ai personnellement, c'est que tant que Théo, excuse-moi, était dans le portrait, il n'y a rien d'autre qui existait. À cause de leur relation de codépendance, justement, il n'y a rien d'autre qui existait, il n'y a rien d'autre qui se passait. Puis là, quand Théo n'est plus là, puis là, qu'il se retrouve tout seul, ben là, c'est comme si le monde prenait une autre couleur tout d'un coup, parce qu'il n'y a plus comme l'espèce d'ombre que Théo faisait sur sa vie, même s'il ne s'en rendait pas compte, tu sais. Puis là, il peut voir des choses qu'il ne voyait pas avant. Puis c'est là que, justement, il y a des choses qui vont se passer, là, mais est-ce que ça se développe rapidement? Oui, c'est sûr. Mais dans ce cas-ci, on s'entend qu'on arrive à la fin du roman, puis comme c'est l'ébauche de l'esquisse d'une relation, là, tu sais. Parce qu'il faut tout qu'il fasse le processus de « OK, je suis plus avec Théo », le deuil, la patente, tout ça. Puis après ça, il va réussir à retrouver le sentiment qu'il avait avant la mort de Théo. Dans le fond, que peut-être que telle affaire, ça serait possible. L'histoire avec Théo a eu tellement d'importance dans sa vie. Il passe tellement de temps là-dessus que ce qui s'est passé après que Théo soit parti, on en a des bribes. Fait que c'est peut-être ça qui fait qu'on a l'impression que ça avance un petit peu rapidement parce que c'est pas cette histoire-là qui nous raconte, tu sais. Qui est au final son deuil de Théo. Lorsque lui a fait le deuil, ou en tout cas lorsqu'il est en cheminement de faire plus qu'en réaction, peut-être. Parce que c'est peut-être une meilleure façon de le voir que la majorité de l'histoire, c'est Griffin qui est en réaction. Exactement.
On dirait que je comprends mieux les choses si je le vois comme ça. Ben, en tout cas, c'est intéressant. Puis, malgré tout, c'est notre deuxième lecture commune. Puis, je pense que dans le premier livre qu'on a fait comme lecture ensemble, on était plus dans les mêmes pensées. On avait eu la même appréciation qu'ici. Donc, on verra pour une troisième lecture si on va être plus similaire ou plus divergente. Merci d'avoir passé du temps avec moi pour parler de notre lecture commune. Donc, j'invite à tout le monde d'aller sur la chaîne de Karine la bouquineuse. Je vais vous mettre son lien en barre d'informations. Je vais vous mettre aussi le lien de notre ancienne vidéo collaborative. Bien, ancienne. Celle d'avant. Celle qu'on a fait cet été. Ça fait pas si longtemps que ça. Puis, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire si vous avez lu ce livre-là en version française ou en version anglaise, votre appréciation, s'il y a peut-être des éléments qu'on n'a pas soulevés, que vous aimeriez soulever. Écoutez, lâchez-vous lousse, là. C'est ça le but. Puis, sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine et Karine aussi publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Et sur ce, on vous souhaite de bonnes lectures.